C'est la terreur de l'industrie forestière qui s'attaque aux conifères. Ça paraît catastrophique, apocalyptique, parce que les humains compétitionnent avec l'insecte pour la même ressource, pour le bois. La tordeuse des bourgeons de l'épinette, c'est l'ennemi à abattre. On ne devrait pas toujours avoir peur de la tordeuse non plus. Il ne faut pas en faire une chasse aux sorcières. Mais pour récupérer à tout prix le bois affecté, le ministère des Forêts décrète des plans spéciaux, l'équivalent des mesures de guerre. Le fameux article 60 permet à peu près n'importe quoi, puis surtout, n'oblige pas le ministre à s'expliquer pourquoi il fait ça. Et ça éveille des soupçons. On a toujours pensé qu'il s'agissait d'un prétexte, parce qu'il y a un projet d'aire protégée. J'appelle ça de l'abus de pouvoir. Un lanceur d'alerte révèle une entente secrète qui va encore plus loin. Sa Côte-Nord, la tordeuse a servi de paravent pour garder les compagnies forestières en vie. Pour bien des Québécois, l'épidémie de tordeuse est devenue l'excuse politique et économique parfaite qui permet à l'État de favoriser l'industrie, une excuse tordue. Le soleil se lève sur le lac Roger au Témiscamingue. Depuis 45 ans, 6 familles se donnent rendez-vous ici quelques fois par année. 3 générations profitent de la nature et cumulent des souvenirs. Je viens ici depuis 1976. Mes parents m'ont traîné sur leur dos pratiquement dans ces temps-là. On venait, il n'y avait aucun chemin à cette époque-là. Hein. On passait par la rivière des Outaouais, on faisait un grand détour, on montait des rapides. Au fil des ans, le groupe a construit un chalet, des sentiers et des installations de chasse à l'orignal. Il fallait qu'on veuille un petit peu. Hein? Ben, c'était tellement sauvage, puis c'était une belle place là, qu'on dit, on était jeune aussi. C'était un paradis de chasse, un paradis de pêche et un paradis de loisirs aussi. Mais au printemps dernier, leurs retrouvailles habituelles ont pris une autre tournure. C'est une vision d'horreur. C'est une tristesse. Ouais. C'est sans nom. Là. C'est des années de loisirs là, que tu as l'impression qu'il s'en va. Là, ça ne sera plus jamais pareil. Là. Une grande partie des forêts qu'ils connaissent si bien ont été rasées pendant l'hiver. Le paysage est défiguré. Ils ont perdu leurs repères. Aujourd'hui, là, c'est démoralisant. C'est vraiment plutôt pitoyable. Je m'attendais définitivement pas à ce genre de spectacle-là. C'était le plan spécial de tordeuse des bourgeons de l'épinette. L'urgence était-elle là? On se pose la question encore. Sur ces images captées du haut désert, on voit nettement la différence avant et après les coupes forestières sur le territoire. Ces familles qui avaient réclamé des coupes partielles pour préserver une partie des vieilles forêts se sentent flouées. Oui, on sait que l'industrie doit venir ramasser du bois et que ça fait partie de notre économie, mais pas comme ça, pas de cette façon-là. Contrairement à ce que son nom indique, la tordeuse se nourrit surtout de sapins. Mais le problème, nous dit celle qui est ingénieure forestière depuis 20 ans, c'est qu'ici, il n'y en a presque pas. On nous a envoyé une photo, une image où justement il y avait des sapins gris partout. C'était vraiment très, très affecté par la tordeuse des bourgeons de l'épinette, mais c'était pas chez nous. C'était pas notre territoire. Elle peut avoir le dos large. Elle peut avoir le dos large, là, la bébite. Les experts comme Hubert Morin établissent qu'il faut au moins 25 de sapins dans une forêt pour qu'elle soit considérée vulnérable à la tordeuse. Mais dans l'inventaire estimé du ministère avant les coupes dans ce secteur, la proportion était d'à peine 15 Scientifiquement parlant, 15 de sapins, c'est pas suffisant. Mais en supposant que les 15 de sapins meurent, ça ne sera pas une catastrophe économique. Le ministère ici est venu faire une récolte qui était en dehors, en fait, du guide habituel du gouvernement au bénéfice de récolter du bois qui est beaucoup plus payant pour l'industrie forestière. En arrivant sur le terrain, ils ont constaté que les piles de bio de sapins coupés étaient minuscules par rapport aux autres essences de bois, comme ces énormes piles d'épinettes noires. L'épinette noire, c'est le bois qu'on a le meilleur, en fait, en forêt pour ce qui est comme bois de construction. On s'est vraiment fait avoir, là.
Puis les raisons, les motivations pour venir ici, pour le bois, étaient purement économiques. Il ne faut pas se servir de ça comme prétexte pour faire n'importe quoi. C'est la pire des choses dans une situation d'urgence. Mathieu Bouchard travaillait au ministère des Forêts jusqu'à l'an dernier. Il enseigne maintenant à l'Université Laval. Il croit que les plans spéciaux sont justifiés en cas de force majeure, mais pas pour contourner le système. Il y a beaucoup de problèmes en foresterie qu'on a eu tendance à mettre de côté là, depuis les dernières années, des problèmes d'acceptabilité sociale. Oui, la tordeuse a le dos large, mais c'est aussi beaucoup, je trouve, un révélateur de problèmes latents là, auxquels on n'avait pas répondu. Pour la majorité des chercheurs, le constat est clair. Actuellement, c'est plus une question qui est économique et politique, plus qu'une gestion scientifique. L'État peut contourner la loi sur l'aménagement durable des forêts, donner de l'argent à l'industrie et même dépasser les limites de coupe grâce aux plans spéciaux. Tant de pouvoir crée de la méfiance. Regarde le nœud qu'ils ont au bout, là. Les branches de ça, là, c'est des troncs. Oui. C'est des gros troncs. Ah oui, c'est vrai. Comment est-ce qu'il est proche? Comment est-ce qu'il fait pour tenir? Il y en a un là-bas. Moi, à chaque fois que je le vois, je m'impressionne. C'est le cas à Saguenay où des citoyens agissent comme des gardiens de la forêt syriaque. Ils mènent un bras de fer politique pour préserver des bouleaux jaunes géants. Au cours des 4 derniers siècles, ces vieux arbres ont été témoins de l'histoire du Québec. Quand j'y touche l'arbre, puis je me ferme les yeux, je pense à Champlain, qui était ici quand cet arbre-là est né. Moi, ce qui m'impressionne, c'est la force de ces arbres-là. Moi, j'espère mourir avant que les autres meurent. Depuis 18 ans, il s'oppose aux coupes forestières et revendique une aire protégée au sud du lac Kenogami. Emporter du tourisme ici, là, ça va générer bien plus d'argent que couper une forêt, puis après ça, il faut attendre 100 ans. En 2004, des citoyens ont occupé la forêt et réussi à freiner les abatteuses. Quand le ministère des Forêts est revenu à la charge 8 ans plus tard, ils sont parvenus à éviter les coupes. Dès que le projet d'aire protégée a commencé à se parler, ils se sont réessayés à venir récolter. Lucie Carrier était alors l'ingénieure forestière de la ville de Saguenay, poste qu'elle a occupé pendant 15 ans. Quand on négocie avec l'industrie ou le ministère, peu importe, c'est toujours la même rengaine. Pas toucher au mètre cube, pas toucher au profit. Ils nous ont vraiment dit, bien écoutez, si vous ne récoltez pas de bois, on vous retire la gestion des terres publiques intramunicipales. En 2014, le projet d'aire protégée a obtenu l'appui de la ville et un consensus régional. Le ministère de l'Environnement avait tout en main pour préserver le bassin versant du lac Kenogami, qui est la principale source d'eau potable de Saguenay, et ses forêts rares. Ça vaut vraiment la peine de protéger ces territoires-là, qui sont des belles forêts. Mais dès le départ, le ministère des Forêts a bloqué le projet, raconte celui qui était chargé du dossier jusqu'à sa retraite l'an dernier. Ils n'ont jamais été d'accord avec aucun des projets. En fait, ils n'étaient pas contents qu'on aille faire le travail. En janvier 2019, 6 fonctionnaires du ministère des Forêts sont débarqués à l'hôtel de ville de Saguenay en brandissant le spectre des pertes d'emplois et l'épidémie de tordeuses. C'était clair que j'allais pas être en faveur des coupes totales qu'ils voulaient faire à la forêt syriaque. Lucie Carrier n'a pas été invitée à la rencontre. La ville a dit oui aux coupes pour ne pas perdre de bois. Le ministère des Forêts a finalement réussi à mettre la hache dans l'aire protégée candidate avec un plan spécial et le ministère de l'Environnement n'avait pas le pouvoir de l'arrêter. Comme les bananes dans une république de bananes. On récolte des bananes, puis on les vend. Il y avait beaucoup d'endroits où récolter la tordeuse ailleurs que dans le projet d'aire protégée. Là. Il n'y avait pas besoin d'aller là. On a voulu connaître les détails de l'entente signée pour ces coupes entre le ministère et la Ville grâce à la loi d'accès à l'information, mais les pages importantes ont été effacées. Plus de 200 personnes ont dit non aux coupes lors des consultations. Une représentante de l'industrie leur a expliqué pourquoi ça ne changeait rien. De ne pas aller récolter dans cette aire-là, ça a un impact sur la possibilité forestière. Et malheureusement, si on impacte la possibilité forestière, bien, les petites scieries, il y en a qui vont fermer.
Malgré une levée de boucliers, de grands pans de forêt ont été décimés. Le ministère s'est placé dans une situation où il ne peut plus écouter les citoyens au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le ministère a tellement accordé de contrats d'approvisionnement garantis à tellement de scieries que les fonctionnaires du ministère cherchent le bois. André Douillard a tenté en vain de faire annuler ces coupes forestières devant les tribunaux. Comme dit l'expression, les dés sont pipés d'avance, les plans sont faits et le ministre n'a aucune intention de tenir compte des résultats des consultations publiques. Avec les autres gardiens de la forêt, il poursuit la bataille. Vous voyez ici un érable qui a été coupé, qui n'avait pas d'affaire à être coupé. Érablières coupées, ruisseaux affectés, les bénévoles surveillent sans relâche les opérations forestières et déposent des plaintes au ministère. Ils s'assurent que les abatteuses ne s'approchent pas à plus de 60 mètres des arbres géants, en partie protégés. Ces arbres-là enlèvent leur forêt tout le tour. Ils vont mourir, simplement. Le 7 mars dernier, le conseil municipal de Saguenay a demandé la suspension de toute nouvelle coupe forestière et d'accélérer la création de l'aire protégée. On met le cap maintenant sur la Côte-Nord. C'est la région où l'épidémie de tordeuse a commencé en 2006. On se dirige vers un secteur difficile d'accès qui ne risque pas d'être rasé. Une vieille forêt où les arbres datent des années 1800. C'est là que des chercheurs enquêtent sur les effets de l'insecte depuis 15 ans. Ici, loin de démoniser la tordeuse, les experts lèvent le voile sur son rôle crucial dans l'écosystème. C'est pas nécessairement une catastrophe pour la forêt. C'est quelque chose qui a toujours dynamisé ces forêts-là. D'un point de vue écologique, la tordeuse, c'est pas un problème. La tordeuse existe depuis que les arbres sont dans le paysage. Elle fertilise le sol, nourrit les oiseaux et permet à la forêt de se régénérer. Le problème, c'est quand on ne voit que la valeur économique du bois. Moi, je suis un utilisateur de la forêt. J'achète du bois. Je suis conscient qu'on en a besoin de bois. Puis je suis aucunement contre l'industrie forestière. Ce que je veux, c'est d'utiliser les connaissances qu'on a pour mieux l'aménager, cette forêt-là. Sur la Côte-Nord, la tordeuse est mal aimée parce que quand l'épidémie a frappé, l'industrie était à l'agonie et ça a amplifié le problème de rentabilité. En quelques années, la région était passée de 12 à 4 usines. Les coûts d'opération forestière sont les plus élevés du Québec dans cette région. Et à cause de la tordeuse, des compagnies ont dû récupérer plus de sapins qui valent moins cher et ça ne faisait pas leur affaire. Les compagnies ont fait beaucoup de pression, du gros lobby sur le gouvernement. Ce lanceur d'alerte au sein du gouvernement qui a demandé à ne pas être identifié par peur de représailles rappelle que l'industrie a fait des mises à pied. Produits forestiers résolus et Rémabec ont menacé de fermer leurs installations si le gouvernement du Québec ne donnait pas un coup de main sur le plan financier. Les gens se sont mobilisés pour sauver les emplois. La bonne nouvelle, c'est qu'on est parvenu à une entente et l'industrie s'engage à reprendre le travail sur la Côte-Nord. Quand il y a eu l'entente avec le gouvernement, l'industrie était sur le respirateur artificiel. Ça lui a donné des avantages indus. Cette entente signée en 2015 avec les 3 compagnies forestières de la Côte-Nord a été en vigueur jusqu'à l'automne 2021. La tordeuse a servi à ça. C'est un prétexte pour financer l'industrie. L'État vend le bois à rabais pour conserver les emplois. Ça va toujours coûter plus cher qu'ailleurs sur la Côte-Nord. Sans le gouvernement, c'est pas rentable, sauf quand le prix du bois d'œuvre est très élevé. Québec a refusé de nous remettre une copie de l'entente en vertu de la loi d'accès à l'information en invoquant des secrets industriels et un possible problème diplomatique. Il y a tout le contexte de dire comment on fait pour aider l'industrie sans que les Américains disent qu'on le finance. Mais nous avons réussi à l'obtenir de sources confidentielles.
Notre lanceur d'alerte estime que les Québécois ont payé cher pour favoriser l'industrie et permettre aux compagnies forestières de satisfaire leurs actionnaires tout en amputant la forêt du futur. C'est pas la bonne façon de gérer la forêt. C'est ça qui me choque. La proximité avec les industries est malsaine. Rabais sur le bois coupé dans les forêts publiques, exemption de paiement de la moitié de la redevance annuelle, aide financière pour chaque hectare récolté, allègement des prêts du gouvernement. Avec l'entente, Québec a fait cadeau d'au moins 29 millions de dollars à l'industrie pour garder les usines ouvertes, mais ça n'a pas empêché des pertes d'emplois. Et à cet argent s'ajoute l'aide financière des plans spéciaux pour la tordeuse, dont Québec n'a pas divulgué le montant total. Les volumes de bois garantis aux compagnies sont subventionnés dès qu'il y a 15 de sapins. C'est comme financer des coupes normales. C'est pas beaucoup, 15 Dans les 2 dernières années, alors que les 2x4 étaient vendus à des prix records aux consommateurs, l'industrie recevait des millions en aide financière pour couper ce bois. Et ces forêts-là appartiennent aux Québécois. L'aide financière, c'est jamais assez. C'est pas normal que ça prenne un stratagème pour garder des emplois avec la bénédiction du gouvernement. Si les compagnies renoncent au volume de bois garanti par l'État aux tarifs en vigueur, ces volumes sont mis aux enchères à un prix minimum. Et la plupart du temps, c'est la compagnie qui s'est désistée qui rachète le même bois à une fraction du prix initial parce qu'elle est la seule à enchérir. Entre la tarification en vigueur et le prix payé pour le lot, il y a un méchant écart. C'est un système connu sur la Côte-Nord, de copinage, pour payer le moins possible à l'État. Ce mécanisme prévu dans l'entente est parfaitement légal, mais selon le lanceur d'alerte et d'autres sources, c'est loin d'être moral. On a analysé les chiffres de lots renoncés par l'industrie mis aux enchères. Ils valaient 21 millions de dollars. Ils ont été vendus 9 millions et demi. Le ministère nous a fourni des chiffres similaires. C'est beaucoup d'argent, donner le bois au prix minimum. C'est une aubaine. L'industrie a obtenu plus de 50 de rabais sur 80 000 camions remplis de bois. Et ironiquement, alors qu'elle devait récupérer le bois à risque à cause de la tordeuse, il s'est coupé 4 fois plus d'épinettes saines que de sapins infestés. Et sur certains chantiers, ils ont laissé des gros îlots de sapins. Ils ont écrémé la forêt puis ramassé toute l'épinette. Ça rend la forêt plus vulnérable à la prochaine épidémie. Mais l'important, c'est les profits maintenant. Le ministre des Forêts, Pierre Dufour, n'a pas répondu à nos questions. Mais dans une déclaration écrite, son cabinet dit prioriser les coupes dans les forêts sévèrement atteintes par la tordeuse, des forêts condamnées. L'industrie forestière, elle, considère que Québec a réagi trop tard pour combattre l'épidémie et que c'était la moindre des choses de la compenser pour les énormes pertes. La situation, c'est qu'on se ramasse dans une forêt qui a manqué d'amour un peu, qui a un potentiel de transformation qui est moindre. Sauf que la réalité, c'est que récolter 1 hectare coûte un prix X, vieille tordeuse ou pas. L'industrie déplore le manque de budget pour reboiser les forêts de la Côte-Nord. C'est la volonté de l'État de le faire comme ça, mais c'est une volonté qui n'a pas de vision sur le très long terme. Les scientifiques qui poursuivent leurs recherches sur la tordeuse se désolent aussi du manque de vision parce que les épidémies sont prévisibles et reviennent environ tous les 30 ans. Elle a toujours été là, la tordeuse. Elle va probablement toujours être là. On pourrait peut-être aménager les forêts pour les rendre moins vulnérables à long terme, mais c'est pas vers la direction qu'on s'en va jusqu'à maintenant. Et on est loin d'être sorti du bois. On apprend qu'il existe une entente similaire avec l'industrie en Abitibi-Témiscamingue. Sur la Côte-Nord, une nouvelle entente de 5 ans vient d'être signée en invoquant la tordeuse. Mais la récolte de sapins est maintenant optionnelle et on continue de vendre nos forêts publiques à prix réduit.